Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour suivre donc notre quatrième webinaire de la 2D à la 3D en Vectorworks. La série de capsules vidéo que vous allez suivre a pour vocation de vous aider à passer plus facilement de la 2D à la 3D en Vectorworks. L'agenda de ce jour aura comme thème « Présenter son projet et produire des beaux rendus ». Nous désirons, par ce webinaire, vous faire gagner du temps, corriger les erreurs de débutants et aussi vous apprendre de nouveaux outils. Alors, l'équipe, on a déjà fait un petit tour, mais aujourd'hui, donc, il y a Anaïs, Adam, Philippe et moi-même, donc Olivier Hide. Je serai bien entendu disponible tout au long de ce webinaire. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions si c'était de type commercial. Merci à vous. Pour la partie pratique pour ceux qui arrivent un peu plus tard, donc je vous signale que nous avons la possibilité de poser des questions et nous essayerons d'y répondre tout au long de ce webinaire. Si jamais vous aviez des questions bien spécifiques, nous vous proposons de reprendre contact avec vous dans un second temps. Ce sera plus facile pour vous comme pour nous. Ce séminaire est aussi enregistré. Vous pourrez le revoir à volonté. À la fin de chaque épisode, il vous sera envoyé un email avec le lien enregistré et le fichier utilisé lors de la présentation, ce qui vous permettra de vous aider et certainement de vous entraîner sur celui-ci. Nous vous demandons à ce stade de bien couper votre microphone et votre caméra. Et il est temps pour moi de passer la parole à ma collègue Anaïs. Anaïs, c'est à toi. Merci Olivier. Alors, je vous partage mon écran. Donc, excusez-moi. Aujourd'hui, il est question d'apprendre à présenter et à voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire pour réaliser des rendus avec Vectorworks. Ces deux sujets ensemble sont en soi des sujets très complexes et très denses. Il y a beaucoup d'outils que nous allons présenter, mais nous ne pourrons pas rentrer dans les détails par rapport à tous les paramètres qui sont disponibles pour régler tous ces outils. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de survoler l'ensemble du sujet et de faire un tour des possibilités. Si vous êtes intéressé pour des webinaires un petit peu plus bien précis justement sur les thèmes, par exemple un webinaire sur les textures, les lumières, le système RenderWorks, etc. N'hésitez pas à nous le faire savoir afin que l'on crée plus de contenu peut-être à la rentrée en septembre et qu'on rentre un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va déjà faire le tour du logiciel. Alors, 1 minute, je vais demander à ne pas être dérangé. Voilà. Nous nous retrouvons avec un autre projet que nous avons réalisé les 3 derniers webinaires. Et maintenant, nous aimerions présenter les plans, les coupes, les visuels par rapport à ce projet. Pour cela, nous allons utiliser les planches de présentation. Les planches de présentation vous permettent de réaliser vos mises en page et on peut voir cela comme finalement... attendez, je vais enlever ma caméra pour qu'elle vous gêne moins. On peut voir les planches de présentation un peu comme l'endroit où vous allez faire vos collages. Vous allez déterminer la taille du document, etc., la résolution de ce dernier. Pour créer votre première planche de présentation, vous allez pouvoir vous rendre dans la palette Explorateur, dans l'onglet qui concerne les planches de présentation, et faire un clic droit dans le centre et demander à créer une nouvelle planche. Une autre manière de procéder, c'est d'aller dans le menu Extra, Organisation. Toujours dans l'onglet Planche de présentation, on a la possibilité de créer une nouvelle planche. Lorsque l'on va cliquer sur Créer, on aura l'occasion
directement de lui donner un nom et un titre, enfin un numéro et un titre, pardon. La seule différence entre le numéro et le titre, c'est que les titres, il peut y avoir plusieurs fois le même titre pour une planche de présentation. Par exemple, il peut y avoir 2 planches de présentation qui s'appellent plan, mais les numéros, eux, doivent être uniques afin d'identifier correctement la planche en question. Une des possibilités qui vous est offerte afin de réaliser très rapidement une planche de présentation et les viewports qui vont avec, c'est d'utiliser dans la menu vue la commande créer des vues multiples. Alors les viewports, on n'en a pas encore parlé pour l'instant. Ce sont les vues enregistrées. C'est cela qui va vous permettre de déterminer ce que vous voulez montrer dans votre projet. On va donc, avec un viewport, générer des plans, des coupes, des vues des zooms sur des détails, des rendus 3D. On va voir ça tout de suite. Et la commande créer des vues multiples va à la fois créer donc notre planche de présentation et les différents viewports que l'on souhaite voir dessus. Tout de suite, on va déterminer l'échelle dans laquelle on veut voir apparaître nos viewports et les vues à créer. Donc, ce sera surtout pour créer des vues d'élévation, donc à droite, à gauche, en face, par-dessus, le dessus, donc ce sera au-dessus de notre projet en plan. Donc, cliquons sur OK. On voit dans la palette explorateur tout de suite, nous avons notre nouvelle planche de présentation qui vient d'être générée et nos 4 viewports que nous avons demandés. Tout de suite, nous voyons qu'ils sont entourés, excusez-moi, qu'ils sont entourés d'un cadre rouge. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore actualisés, ou en tout cas mis à jour. Pourquoi ils ne sont pas directement mis à jour? C'est pour augmenter la rapidité avec laquelle le logiciel va générer le viewport. Pour mettre à jour, on peut faire simplement un clic droit sur le viewport et demander à l'actualiser, ou simplement le sélectionner. Excusez-moi, voilà, on le sélectionne. Et dans la palette Info Objet, on voit ici en rouge mise à jour. Je clique dessus et l'apparence finale du viewport apparaît. Donc, pour gagner un petit peu de temps, c'est une commande qui est bonne à connaître. Ici, on ne va pas aller plus loin. Je vais supprimer la planche de présentation qui a été créée. Et je retourne sur mon projet. Maintenant, les viewports ne servent pas que à faire des plans et des coupes. Ils peuvent permettre beaucoup de choses, notamment faire une isométrie explosée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va voir ça dans la présentation finale. Je vais me rendre dans les planches de présentation et je vais regarder un petit peu. Donc, on a notre isométrie explosée ici. Et donc ça, ce sont simplement des viewports qui sont décalés les uns par rapport aux autres. Comment est-ce que l'on a procédé? Alors, je vais me mettre dans une de mes vues enregistrées. Et voilà, là j'ai déjà tout réglé, mais concrètement, j'ai réglé ma vue pour qu'on ne voit que le rez-de-chaussée. Et maintenant que j'ai la vue qui correspond à ce que j'attends, je vais dans le menu Vue et je clique sur Créer un viewport. Une fenêtre s'ouvre avec toute une série de paramètres. Au tout début, c'est par rapport au nom du viewport et où je vais le placer. On va déterminer qu'on va le placer dans la planche de présentation qui s'appelle 3D isométrie. Si je veux un bloc de titre qui soit déjà généré par rapport à mon viewport, là je vais décocher cette option.
Si je veux gérer les calques et les classes qui sont visibles dans ce viewport, l'échelle de ce dernier, et ici, cela a trait à toutes les paramètres qui concernent la visibilité, le style de rendu, etc. Je clique sur OK. Une fois que l'on a cliqué sur OK et que nous avons généré notre viewport, il ne faut pas s'inquiéter. Tous les paramètres que vous avez vus dans la fenêtre, vous pouvez encore les modifier en sélectionnant le viewport en question dans la palette Info Objet. On peut encore modifier le titre, le nom du viewport, modifier son échelle, modifier le style de rendu, etc. Je mets à jour ce viewport. Et donc, nous avons notre premier niveau qui a été généré. Et l'idée, donc, c'est de faire la suite, la même chose avec le premier niveau et le toit, afin d'obtenir et d'aligner les viewports les uns au-dessus des autres, afin d'obtenir ce résultat-ci. Je ne vais pas plus en détail, ne vous inquiétez pas, ce document-ci où tout est terminé, nous allons vous le communiquer à la fin du webinaire. Donc vous pourrez prendre le temps de manipuler, modifier et comprendre comment nous avons réalisé ces présentations. Alors maintenant, on va faire simplement notre premier plan. Pour cela, nous nous mettons dans une vue plan 2D. Nous activons les calques qui nous intéressent, ici seulement ceux qui concernent le rez-de-chaussée. Toujours dans le menu vue, je vais directement cliquer sur créer un viewport. Je me retrouve avec les mêmes paramètres. Je fais bien attention à placer mon viewport sur la bonne planche de présentation. Je vérifie quels sont les calques qui sont actifs, ici c'est bien ceux-là qui m'intéressent ou non. Je peux modifier la visibilité en fonction de mes choix. L'échelle correspond, je clique sur OK. Si je me rends compte que je me suis trompée et que je veux rendre visible plus ou moins de calques, je me rends dans la palette Info Objet avec mon viewport sélectionné et je reclique ici sur le calque ou classe et je modifie la visibilité qui concerne ce calque. Maintenant, pour les coupes, c'est un petit peu différent. On va se rendre à nouveau sur notre plan en rez-de-chaussée. Dans le menu Vue, je ne vais pas directement créer un viewport, mais je vais demander à créer un viewport de coupe. On voit qu'il me demande directement de tracer la ligne de coupe. Donc le premier point me permet de mettre le premier point de ma ligne de coupe. Le second, sa longueur n'a pas vraiment d'importance. Par contre, le troisième point va me permettre de déterminer de quel côté va regarder la coupe que je suis en train de générer. Encore, les mêmes paramètres vont s'afficher. Si ce n'est qu'au niveau des préférences d'affichage, on voit que j'ai un petit peu plus de possibilités. Je vérifie bien sur quelle planche de présentation je mets. Ici, on va dans Coupe. Et pour les calques, je veux bien jusqu'au niveau du toit. Et je clique sur OK. Ma coupe est générée. Je peux la déplacer où je souhaite. Mais je peux également la dupliquer. Ce qui peut être très intéressant quand on veut montrer la même information de manière différente. Alors n'oubliez pas qu'avec l'outil sélection, si vous maintenez la touche contrôle, cela va vous permettre de simplement dupliquer l'objet plutôt que de uniquement le déplacer.
Donc me voilà avec 4 viewports identiques. Cependant, je vais pouvoir eh bien, leur demander d'apparaître de manière très différente. Bon, la première chose qui est la plus évidente, c'est que notre viewport, nous avons demandé à ce qu'il soit à une certaine échelle. Mais à tout moment, nous pouvons décider de changer d'avis et de changer donc l'échelle. Ici, on est à 1/50 et je peux modifier pour 1 centième et le viewport va s'actualiser directement. Je peux vouloir demander une apparence différente. Si nous descendons dans la palette Info Objet, on voit que le rendu principal ici est ligne visible uniquement. Je pourrais vouloir un autre style de rendu, par exemple OpenGL. Alors on attend un petit peu qu'il calcule. Ce qui peut être un petit peu plus intéressant, c'est de changer de mode de projection. Ici, nous sommes dans un mode de projection orthogonale classique, mais nous pouvons tout à fait demander à être en perspective. Alors, il ne faut pas oublier de demander, surtout pour les coupes, une perspective normale ou rapprochée. Je n'oublie pas de mettre à jour. Et si je veux un effet un peu plus coloré, je change le rendu principal dans la palette Info Objet et j'opte pour OpenGL ici. Je demande à calculer et là on voit que c'est déjà un petit peu plus parlant à partir du moment où nous sommes en perspective. Il n'y a pas que la perspective qui est à notre disposition. Nous avons également dans les modes de projection des obliques cavalières ou cabinets. Je vais prendre une oblique cavalière 45. Et à partir donc de cette même coupe, on a généré totalement une autre information, une autre manière de voir notre projet et donc de communiquer eh bien, les informations relatives à ce dernier. Désormais, donc, nous avons vu comment faire un viewport pour notre plan, nos coupes, si nous voulions voir encore notre projet en 3D, et si nous voulons générer des élévations. Alors, je vais me rendre sur mon projet et je vais rendre visible l'ensemble de mon projet. Faire une élévation, c'est la même chose que créer un viewport de coupe. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en utilisant le fameux modèle de fichier BIM-BE, ces 4 lignes que nous retrouvons sur le calque croquis, elles sont déjà là et déjà paramétrées pour réaliser nos élévations. Lorsque l'on regarde d'un peu plus près ces lignes, nous voyons qu'un symbole rouge est à côté, comme un petit cadenas crochet divisé en deux. Cela signifie que cette coupe n'est associée encore à aucun viewport. Si à partir de cette ligne de coupe, nous souhaitons générer un viewport, en le sélectionnant dans la palette Info Objet, nous voyons bien qu'il y a l'option Créer un viewport de coupe. Je fais bien attention à placer ce viewport sur la bonne planche de présentation. Le reste, je n'ai pas besoin d'y toucher. Et tout de suite, je vais l'élévation en question. Donc voilà la petite astuce qui vous permet de gagner du temps lorsque vous utilisez bien le fichier modèle BIM-BE. Donc là, avec le fichier suivant, nous avons déjà un petit peu progressé dans nos planches de présentation. J'ai tous mes plans, j'ai mon isométrie explosée, j'ai mes coupes, mes élévations.
et je n'ai pas encore mes détails. Avec les différents viewports, lorsque vous allez sélectionner et faire un clic droit, vous pouvez observer que vous avez différents modes d'édition qui sont à votre disposition. Ces modes d'édition, nous allons tout de suite voir à quoi cela peut servir. Nous allons commencer par l'édition d'annotation. Tout de suite, un encadré jaune apparaît. On remarque que nous sommes donc dans un mode d'édition. Et nous sommes dans le mode d'édition qui concerne les annotations du viewport. Les annotations, ce sont les traits de coupe. Cela peut être également les blocs de titres qui concernent votre projet. Mais cela vous permet également d'associer à votre viewport des cotations. Par exemple, une cotation orthogonale, nous pouvons en ajouter une directement dans les annotations. Quel est l'avantage de mettre ces cotations directement dans le viewport et non pas sur notre projet, sur nos calques? C'est que à un certain moment, cela peut être difficile de gérer le nombre d'annotations, leur visibilité, etc., quand on les place directement sur notre dessin, sur notre plan de travail. Ici, l'avantage, c'est que cette annotation est spécifique à ce viewport. Elle ne va pas se répercuter sur les autres viewports, dans d'autres endroits. Par contre, l'avantage d'utiliser la cotation orthogonale, c'est que si vous modifiez votre projet, par exemple, si on modifie cette baie et qu'elle devient plus large, la cotation va adapter sa mesure en fonction de la nouvelle mesure de votre nouveau projet. Une petite astuce pour générer énormément de cotations à la fois sur vos plans. Lorsque nous sommes dans ce mode d'édition, dans le menu Architecture, nous avons accès à une commande qui s'appelle Cotation des murs extérieurs. Alors faites bien attention que cette commande n'est disponible que si vous êtes dans le mode d'édition qui concerne la notation d'un viewport. En dehors de ce mode d'édition-là, cette commande sera grisée et vous n'y aurez pas accès. Alors, je vais activer la commande. Une fenêtre s'ouvre avec toute une série de paramètres qu'il sera bon de régler afin d'obtenir une bonne visibilité des cotations. Ici, je clique sur OK sans régler mes différentes cotations. On peut voir qu'un ensemble de cotations a été effectivement généré, mais que certaines se recoupent. Ou encore ici, lorsque celle-ci n'est pas du bon côté, je vais devoir faire attention à miroiter le texte de cette dernière. Une fois le travail est bien réglé, vous pourrez observer dans la présentation finale ce que cela peut donner grâce à cette commande de cotation extérieure, des murs extérieurs. Donc, ce genre de type de cotation peut donc être généré automatiquement. Je retourne ici. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que toutes les annotations d'un viewport sont donc spécifiques à ce viewport et se déplacent avec lui. Si je déplace mon viewport, toutes les annotations qui le concernent ne bougent pas, évidemment, hein. Elles suivent son déplacement. Alors, donc ici, je vais mettre à jour ma coupe. Et nous allons voir comment, une manière en tout cas, de générer des viewports de détail. Il y a plusieurs possibilités, mais ici, je vais vous présenter un outil
auxquelles on ne pense pas forcément. Dans la trousse d'outils indications, je vais descendre et sélectionner l'outil renvoi de détails. Alors, je vais juste vérifier, oui. Je vais sélectionner la zone qui m'intéresse directement à partir donc, de ma planche de présentation et de mon viewport. Je vais placer correctement l'étiquette qui y est liée. À nouveau, on voit ce fameux petit cadenas rouge qui est divisé en deux. Cela signifie qu'il n'y a encore aucun viewport qui a été généré à partir eh bien, de ma petite sélection ici. Si je veux générer mon viewport, je sélectionne bien donc mon étiquette qui s'appelle renvoi de détails dans ma palette info objet et je clique sur créer un viewport de détail. Je vérifie bien que je le place sur la bonne planche de présentation et je vais tout de suite modifier l'échelle pour que cela corresponde à ce que j'attends. OK. Le viewport de détail a été fait. Donc, je vais tout de suite en réaliser un deuxième, toujours avec renvoi de détail. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. Avec l'outil sélection, je vais modifier la position de l'étiquette qui est un petit peu loin quand même pour l'instant. Et tout de suite, je vais lui donner le bon numéro dans la palette info objet. Je vais lui donner le numéro 2. Et créer le viewport de détail. Le placer sur la bonne planche, lui donner la bonne échelle, cliquer sur OK. Voilà donc deux détails classiques que l'on peut représenter. Une petite astuce ici, donc je rentre à nouveau dans l'édition d'annotation en faisant un clic droit sur mon viewport. Et je vais me servir de l'outil de base Infobulle. Je vérifie que je suis bien dans le bon mode d'utilisation, en tout cas qui correspond à ce que j'attends. Et je vais pointer un des matériaux et préciser qu'il s'agit d'isolant. Je recommence et ici je précise qu'il s'agit bien de plaque de plâtre. OK. Voilà donc deux notes que je viens d'ajouter par exemple. Ce qui peut être intéressant avec cet outil Infobulle, si je sélectionne l'ensemble, alors je vais faire dans ce sens-là, si je sélectionne l'ensemble de mes infobulles, je vais dans la palette Info Objet pour voir cocher ceci placé en tant que référence. Quand je vais placer en tant que référence, on voit que mes titres se sont transformés en numéros. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que cela a généré une légende. Si je quitte l'annotation, enfin le mode d'édition annotation, pour retrouver ma légende, il va falloir que je dézoome un petit peu. Bon, elle se place un petit peu loin de ma planche de présentation et elle n'est pas dans les annotations du viewport. C'est un élément à part qui reprend les numéros que l'on retrouve ici grâce à mon outil Infobulle. Donc voilà une petite astuce pour créer une légende rapidement sur vos coupes de détails. Autre chose que l'on... Excusez-moi, j'ai pris froid ce week-end. Autre chose que l'on peut faire avec l'édition d'annotation et auquel on ne pense pas toujours, c'est corriger les petits détails de dessin qui concernent notre, ici notre coupe. Par exemple, ici, nous avons un bloc de béton cellulaire.
Il est traversé par quelques lignes, mais c'est pas vraiment idéal, c'est pas ce que l'on souhaite. Grâce à des outils 2D, ici rectangle, je vais recouvrir la surface en question. Et pour rapidement obtenir le résultat souhaité, et qui est en rapport aussi avec mon projet, je vais cocher dans la palette Info Objet « Utiliser un matériau » et déterminer de quel matériau il s'agit. Eh bien, un béton cellulaire. Je sélectionne et mon rectangle a donc maintenant la bonne hachure et le bon remplissage. On peut faire la même chose avec un outil ligne. Je vais demander un style de trait. Et nous nous retrouvons ici donc avec la feuille que l'on peut replacer dans notre coupe. Alors ici, si on zoome, on voit bien. Il y a moyen de régler évidemment pour que le style de trait soit un peu plus en rapport avec l'échelle de votre coupe. Mais c'est le style de petits détails que vous pouvez continuer à ajouter directement dans vos coupes de détails. Voilà. J'actualise. Autre chose, lorsque l'on fait un clic droit sur un viewport, nous avons accès à l'édition du découpage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va pouvoir soit créer un découpage, soit déplacer le découpage existant. Ici, on voit que le découpage existant correspond à mon renvoi de détails que j'ai réalisé sur mon autre planche de présentation. Je peux déplacer ou modifier l'allure. Alors ici, hop. Et si je quitte le découpage en question, on voit que l'allure de mon viewport a également été éditée. Et dans la présentation finale, si on se rend dans la planche qui concerne les détails, vous pouvez voir l'ensemble de possibilités, de petits détails que vous pouvez rajouter à vos viewports. Très bien, maintenant, nous avons terminé nos présentations. On est sûr de nous. Il n'y a plus qu'à publier. Pour publier, vous pouvez il existe effectivement la possibilité d'exporter le PDF ou dans un autre style de fichier. C'est possible, mais pour aller beaucoup plus vite, parce que si on fait exporter, on va exporter qu'une planche de présentation à la fois. On vous conseille d'aller plutôt, de vous diriger vers publier. En vous dirigeant vers publier, une fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir gérer la publication de votre travail. À droite, on retrouve les éléments que l'on souhaite publier et à gauche, on retrouve les éléments qui sont disponibles dans notre projet. Ici, on ne voit que les planches de présentation, mais nous pouvons également voir nos vues enregistrées, nos tableaux, etc. Ici, il y a toute une sélection qui a été faite. On ne sait plus vraiment où on veut changer, on veut tout supprimer. Pour enlever toutes ces sélections, eh bien, nous allons cliquer sur la double flèche qui renvoie vers notre projet. Et il n'y a plus aucun élément à afficher. Si je ne souhaite publier qu'une ou deux planches de présentation, je les sélectionne et je vais cliquer sur la flèche simple qui va donc me placer mes fameuses planches à publier. Si je souhaite tout publier, eh bien, je vais cliquer sur la double flèche qui va me renvoyer toutes mes planches de présentation. Attention cependant, vous voyez que toutes mes planches de présentation ont été ajoutées à nouveau à ma publication.
Les doublons ne sont pas automatiquement éliminés. Donc, c'est évidemment pour vous donner la possibilité de mettre plusieurs fois la même planche de présentation à différents endroits de votre publication. Ici, donc les deux premiers, on souhaite les enlever. On va les sélectionner et cocher et cliquer sur la petite flèche ici. Nous publions vers PDF et on peut cliquer sur publier une fois que tout est paramétré selon nos préférences. Voilà, donc tout ceci ne concernait uniquement que la présentation. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui vous est offert concernant la visualisation, les effets de rendu que vous pouvez obtenir grâce à Vectorworks. Première chose, avant de commencer, nous allons nous intéresser à la trousse d'outils qui s'appelle palette visualisation. Nous allons certainement changer son nom à un moment donné, car effectivement, il y a une certaine confusion entre la trousse d'outils visualisation et la palette visualisation. Cette palette, donc, qui n'est pas toujours visible, là je viens de la rendre visible, elle n'a finalement rien à voir avec la trousse d'outils visualisation. Vous avez besoin des deux et elle vous offre toutes les deux différentes possibilités. La palette visualisation, en fait, vous permet de gérer l'ensemble de vos caméras et l'ensemble de vos sources lumineuses. Nous allons voir tout à l'heure comment utiliser cette palette. En attendant, on peut apercevoir que sur mon projet, j'ai donc mon projet et des éléments un petit peu partout. Ce sont des caméras. Alors, à quoi servent les caméras? Je vais vous montrer ça sur bien, ce fichier où il y a simplement un cube. Parfois, en vous déplaçant autour de votre projet, il y aura un angle, une vue que vous allez vouloir capturer ou en tout cas enregistrer. Alors oui, on peut faire un viewport pour que cette vue soit enregistrée, ou simplement créer une vue enregistrée comme nous avions vu la semaine dernière en allant dans notre palette explorateur ou ici, enregistrer la vue. Mais après, pour modifier cette vue, ce ne sera pas forcément évident et vous n'aurez peut-être pas tous les paramètres que vous attendez. Une des possibilités pour enregistrer une vue et la travailler, c'est d'utiliser l'outil Camera RenderWorks. Donc, je vous rappelle, nous sommes dans la trousse d'outils visualisation. Je clique sur l'outil Camera RenderWorks. Le premier clic va placer la caméra, le second clic va orienter cette dernière. Et ma première caméra est placée dans mon document. Pour voir ce que voit la caméra, donc l'activer, nous avons trois moyens. Le premier moyen, le plus simple, c'est de faire un double clic sur cette dernière. Alors, je vais le désactiver par ici parce qu'avec Zoom, j'ai des petits soucis. La seconde manière d'activer cette caméra, eh bien, dans la palette visualisation, ici on voit que c'est cette colonne-ci qui concerne l'activation. Je clique, ma caméra est activée. Si je souhaite la désactiver, je reclique ici. Et je peux retourner à une vue plus classique. Troisième option pour activer une caméra, dans la palette info-objet, il y a quelque chose qui s'appelle activer la vue de la caméra. Là, la caméra est en mode de rendu. Je vais modifier ce mode de rendu pour OpenGL. Et première chose que nous pouvons constater quand une caméra est active, on voit 4 petits coins bleus. Alors le quatrième est ici. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la caméra est active et
que tout déplacement que nous allons faire maintenant va déplacer la caméra. Donc si je me déplace, la caméra va également se déplacer. Pour se déplacer, on connaît déjà 2 outils avec lesquels nous travaillons très régulièrement en 3D. Ce sont les outils main et l'outil survol. Même si vous ne cliquez jamais sur ces outils, vous les utilisez régulièrement, pardon. Eh bien, l'outil main, c'est lorsque vous maintenez, bien la roulette de votre souris enfoncée. Et l'outil survol, c'est lorsque vous maintenez la roulette enfoncée tout en maintenant la touche contrôle, hop, contrôle. Vous avez également d'autres outils pour vous déplacer à votre disposition dans la palette visualisation. On retrouve survol, mais nous avons navigation. Alors navigation vous permet de vous déplacer et d'orienter la caméra comme si vous marchiez autour de votre modèle. L'outil déplacement de la vue, lui, va simplement permettre de déplacer la caméra sans modifier son orientation. Et l'outil rotation de la vue, lui, est un peu plus spécifique et vous permet de réaliser vraiment une rotation par rapport à l'axe, aux axes X, Y, Z. Alors, nous allons continuer à déplacer notre caméra. Je la désactive et je retourne en vue plan 2D. On voit effectivement qu'elle n'a plus la même position. Une fois ma caméra créée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Eh bien, première chose que l'on va pouvoir faire, c'est une fois que je l'ai activée, dans le menu Vue, eh bien, je vais créer un viewport directement à partir de cette caméra. Une fenêtre va s'ouvrir en me demandant qu'est-ce que je souhaite faire avec ma caméra. Si je souhaite la lier, donc elle va disparaître de mon plan de travail et directement être associée à mon viewport. Si je souhaite lier une copie de la caméra, donc la caméra sera toujours sur mon dessin, mais aura permis de créer un viewport. Ou si on ne lit rien du tout. On va garder la première option. Je vais créer une nouvelle planche de présentation. Et je vais laisser ceci. Très bien. Nous avons notre viewport qui s'est placé sur notre nouvelle planche de présentation. Et si je retourne sur mon dessin, sur mon calque, on voit bien que la caméra en question a disparu. Dû à mon choix de la lier sans faire de copie. Le fait de lier une caméra à mon viewport me permet, lorsque je vais faire un clic droit sur ce dernier, d'éditer la caméra. À nouveau, si je veux bien que mon déplacement soit enregistré, il ne faut pas que j'oublie d'activer cette dernière. Je me déplace, je change de point de vue, je retourne à mon viewport et mon viewport a effectivement été modifié en fonction du déplacement de ma caméra. Utiliser des caméras n'a pas que cet avantage. Alors, quel est l'avantage d'utiliser une caméra lorsque vous générez vos viewports? Eh bien, vous avez accès à toute une série de paramètres liés aux caméras RenderWorks. Ici, nous voyons un premier exemple pour régler la profondeur de champ. Eh bien, nous avons l'exemple classique où il n'y a pas d'effet de profondeur de champ. Et là où nous avons bien fait la mise au point sur notre maison, et donc l'arbre en premier plan est un petit peu plus flou, puisque la mise au point n'est pas sur ce dernier. Alors, comment on détermine quel sera l'élément qui sera net par notre caméra? Nous allons éditer la caméra.
je descends dans ma palette info-objet et je découvre toute une série d'effets de caméra. Le premier effet ici, il faut que je l'active, concerne la profondeur de champ. Je vais pouvoir régler, si je souhaite, l'ouverture de ma focale et déterminer la distance de mise au point. C'est très rare qu'on connaisse exactement la distance de mise au point que l'on souhaite. C'est pour cela que nous avons l'option « Cliquer pour régler la distance de mise au point ». On voit ici que mon curseur a une apparence un petit peu différente. Et je vais pouvoir cliquer sur l'élément que je souhaite voir net dans mon réglage de mise au point. Ah. Il n'y a pas que ça. Avec la caméra RenderWorks, on peut également maîtriser l'exposition de la caméra, comme pour un véritable appareil. Cela aussi, vous allez le retrouver dans la dernière partie, dans la palette info-objet par rapport aux effets. Je vais cocher Exposition et pouvoir modifier les réglages en fonction de l'effet que je souhaite voir apparaître. Pour toujours avec ma caméra, j'ai accès à un effet de luminosité qui est appelé finalement effet d'éclat en pourcentage. Je vais vous montrer ce que peut donner également la création d'un vignettage et la création d'une aberration chromatique. Ah. Ici, on voit donc l'effet de vignettage sombre tout en bordure de mon image, que je peux également souhaiter décaler. Et ici, nous voyons le fameux effet d'aberration chromatique que nous n'allons pas forcément beaucoup utiliser en architecture, mais qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, donc nous avons fait un petit tour de tout ce qu'il est possible de faire avec les caméras. Maintenant, nous allons parler un peu des lumières. Comme je vous l'ai dit au tout début de ce webinaire, ce sont des sujets très vastes. Il y a beaucoup à dire dessus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer où vous pouvez trouver les sources de lumière et comment vous pouvez les gérer. Donc ici, nous voyons les 4 fameuses lumières que vous retrouvez dans votre fichier modèle BIM-BE. Mais en plus, nous avons placé un héliodon. Alors un héliodon, vous le voyez ici, c'est cet outil-ci qui vous permet d'en placer un. La différence entre les soleils qui sont placés grâce à l'outil source lumineuse et l'outil héliodon, c'est que, on va le voir ici, l'outil héliodon est paramétrique. Je vais peut-être, oui, je suis passée un petit peu vite, mais on peut le voir ici dans la palette de visualisation que c'est la seule source de lumière qui a une différence. Ici, on voit qu'elle est notée comme paramétrique. Lorsque l'on clique dessus, eh bien, on voit effectivement qu'il y a toute une série de paramètres qu'on peut associer à ce dernier. Non seulement nous avons déterminé où était le nord, mais nous avons déterminé la localisation, l'heure, le jour, si nous étions en heure d'été, etc., etc. C'est pour vous donner tout de suite une apparence réaliste de la luminosité par rapport à votre projet. Ici, les soleils ont quand même une certaine utilité et intérêt, surtout lorsque l'on veut éclairer une élévation, une façade, d'une certaine manière et pas d'une autre. Alors, juste avant de vous montrer ceci, je vais vous montrer qu'en 3D, on ne voit pas la différence entre notre héliodon et entre nos 4 soleils classiques que nous avons placés grâce à l'outil source lumineuse.
Effectivement, en 3D, l'apparence est la même, mais en 2D, on voit bien la différence. Alors ici, en exemple, nous avons bien, notre fameuse façade qui est éclairée d'une certaine manière. Là, on voit vraiment l'intérêt de la palette visualisation, car en étant sur une planche de présentation, on voit que nous avons la possibilité ici d'uniquement modifier en fonction du viewport qui est sélectionné. Et on voit bien que sur ce viewport sélectionné, il n'y a que la lumière arrière qui est activée. Si j'active la lumière à droite, on va dire à gauche, je vais sélectionner mon viewport, je vais le mettre à jour. Et là, on voit tout de suite la différence. Et ceci est vraiment spécifique à mon viewport. Il n'y a que à ce viewport-ci que je suis en train d'éditer quelle lumière est allumée ou non. Et donc, quel sera l'effet donné sur ma façade. Alors, oui. Je voulais montrer... Excusez-moi. Donc là, nous avons un type de rendu classique en journée. Mais avec l'expérience, vous allez pouvoir arriver à ce type de résultat à force de... Ici, nous avons placé donc, des petits spots, donc un autre type de source lumineuse. Et nous avons travaillé donc le soleil différemment. On ne va pas pouvoir vous montrer comment faire aujourd'hui, mais c'est bon de savoir qu'avec du travail et de la patience, vous pouvez arriver à ce résultat-là. Alors, les textures. Oui, on va d'abord parler des textures. Je suis un peu en retard. Les textures, si vous voulez en appliquer une sur un objet en 3D, alors je vais cacher ceci. Il va falloir appliquer bel et bien une texture RenderWorks et non pas une texture 2D. Les textures 2D sont uniquement des images, des aplats et ne s'appliquent pas sur des objets en 3D. Si vous voulez mettre une texture sur un objet en 3D, il faudra exclusivement utiliser les textures RenderWorks. Pour appliquer une texture, vous avez 3 possibilités. La première, je prends ma texture et je la tire, je la mets sur mon cube. La seconde, je sélectionne mon cube, je fais un clic droit sur ma texture et je demande à l'appliquer. La dernière possibilité, c'est en sélectionnant mon objet, dans la palette info-objet, aller dans Texture. Et en fonction de la partie de l'objet, je vais déterminer si je souhaite appliquer ça à la texture de la classe ou autre chose. Par exemple, là, je vais pas prendre l'ensemble de l'objet, mais simplement les côtés. Et je veux une texture en particulier. Donc là, cela m'a permis de placer une texture que sur les côtés de mon objet. C'est toujours bon à savoir. C'est quelque chose que vous pouvez maîtriser donc dans la palette Info-Objet. Ici, nos châssis, pour leur changer leur couleur, n'oubliez pas ce que nous avions vu la semaine dernière. Lorsque vous avez des projets un peu plus complexes, pour modifier une texture par rapport à un ensemble d'objets, nous utilisons les classes. Et donc c'est bien en éditant dans l'explorateur les classes concernées que vous allez pouvoir modifier rapidement l'apparence de certains éléments sur votre projet. Maintenant, je vais devoir rapidement expliquer la différence entre l'OpenGL et RenderWorks. OpenGL, c'est un mode de rendu qui vous permet de calculer très rapidement
et de voir tout de suite à quoi va ressembler votre projet. Seulement, évidemment, pour qu'il calcule les choses très rapidement, il y a certaines notions dont il fait fi et qu'il ne calcule pas. Les textures sont un peu moins subtiles, il n'y a pas de réflexion, la transparence est un peu moins travaillée, etc., etc. Donc, à partir du moment où on va vouloir quelque chose de très peaufiné et de plus réaliste, nous allons devoir passer dans un autre mode de rendu qui s'appelle RenderWorks. Évidemment, ce dernier est beaucoup plus long à calculer en fonction de ce que vous allez demander. Là, j'ai sélectionné mon viewport et si je souhaite eh bien, le transformer pour qu'il passe en RenderWorks, toujours la palette info objet. Pour le rendu principal, je ne veux plus de l'OpenGL, mais je vais me rendre dans les styles de RenderWorks. J'ai également des RenderWorks rapides et optimales, mais nous allons surtout vous présenter les styles qui vous sont déjà proposés. Ici, je vous présente donc eh bien, 6 styles très différents et pourtant vous y avez facilement accès, ils vous sont proposés par défaut. Le tout premier style que l'on connaît bien, c'est ligne visible uniquement. Et ensuite, OpenGL, ce sont les styles rapides que vous allez utiliser régulièrement. Un peu plus complexe, nous avons la maquette artistique extérieure ou l'extérieur rapide. On voit que tout de suite, il y a eh bien, un ciel qui a été appliqué et on a des effets de réflexion. Un peu plus poussé, nous avons le dessin de façade blanc et nous avons extérieur optimal qui fait un calcul plus long mais donc plus subtil au niveau des réflexions et des transparences. Alors, qu'est-ce qui différencie finalement ces styles? Eh bien, ça peut être surprenant, mais pas grand-chose. Lorsque l'on va comparer eh bien, les paramètres qui ont permis d'obtenir ces deux styles très différents, eh bien, il n'y a que 4 ou 5 paramètres qui les différencient. Nous vous enverrons également ce document afin que vous puissiez eh bien, prendre le temps de comparer ces deux styles de RenderWorks. Comment éditer un style RenderWorks? Eh bien, je vais me rendre dans mon gestionnaire de ressources. Je vais mettre le filtre style de rendu RenderWorks. Et là, j'ai tous les styles qui ont déjà été utilisés sur ce fichier. Je peux en créer un à partir de rien. Ici, on voit qu'il y a créer un style RenderWorks ou en allant créer une ressource. Je peux dupliquer un style qui m'intéresse en faisant un clic droit dessus et ensuite en l'éditant. Et quand je vais demander à l'éditer, une fenêtre va s'ouvrir avec 5 onglets que je vous ai développés juste ici. Malheureusement, comme nous avons dit, c'est tout un webinaire de vous expliquer comment on peut jouer avec les styles RenderWorks. Donc, je vous présente uniquement le fait que c'est possible. Pareil, pour les plans, on n'y pense pas, mais il y a également la possibilité de modifier le style de rendu. Ici, nous avons le rendu filaire classique, mais ici, nous avons un mode de rendu OpenGL. Simplement, nous avons bien précisé que nous ne voulions pas voir les ombres générées par OpenGL, parce qu'elles sont un petit peu grossières. Comment nous avons fait ça? Dans la palette info-objet qui concerne le viewport, dans le rendu principal, on voit que c'est OpenGL. Et juste en dessous, il y a quelque chose qui s'appelle préférence rendu principal. Je clique dessus et on voit que j'avais bien décoché les ombres, parce que si je les coche et que je demande à mettre à jour mon viewport, on peut voir les ombres qui sont générées par OpenGL. C'est un petit peu c'est sombre. Donc, on préfère ça. Mais ici, on voit que si on veut quelque chose de très réaliste, nous avons le style RenderWorks intérieur rapide qui est à notre disposition.
Et là, on a quelque chose au niveau des ombres beaucoup plus subtil. Pour les coupes, on n'y pense pas non plus, mais on peut également utiliser un style de rendu. Alors, quand le mode de projection est orthogonal, ce n'est pas très parlant quand on met un style RenderWorks rapide. Mais à partir du moment où on a une perspective, on voit déjà beaucoup plus l'intérêt que cela peut représenter. Alors, les façades, les élévations, nous avons déjà parlé. Et enfin, au tout début, donc, nous avons quelque chose de très simple. Et petit à petit, à force de chipoter et d'ajouter des éléments, nous allons pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus vivant. Comment notre maquette est devenue vivante? Eh bien, nous avons placé 2 objets, des petites chaises et des arbres ici. On voit tout de suite qu'il y a 2 arbres très différents. Tous les arbres qui sont placés en fond sont en fait des arbres affiches que l'on peut placer eh bien, dans la trousse. Alors, je me suis perdue. Oui, les arbres, on peut les placer avec les styles d'objets. Mais c'est surtout le plan de bébé visuel que je voulais vous montrer. Et c'est ce dernier qui est en premier plan. Et la grande différence, c'est que lui est réellement en 3D. Et que chaque feuille est également représentée en 3D. Alors, ce type d'arbre est très intéressant lorsque vous voulez faire quelque chose de réaliste et lorsque l'arbre est en premier plan. Évidemment, ce n'est pas un arbre à placer partout dans votre projet. Il est 10 fois plus lourd à calculer pour Vectorworks, étant donné qu'il est 10 fois plus précis. Vous pouvez en placer quelques-uns lorsque vous vous présentez et que vous faites votre rendu final. Pour représenter les arbres de manière générale, on vous conseille d'utiliser plutôt les arbres classiques qui sont en fait des affiches qui changent d'orientation en fonction de notre déplacement. C'est assez clair vu comme ça. Pareil pour les objets, j'y reviendrai la semaine prochaine, comment insérer différents objets. En fait, ce sont des symboles qui vous sont proposés dans la bibliothèque Vectorworks. Et je vous montrerai également comment eh bien, créer vos propres symboles pour créer eh bien, vos propres chaises, par exemple. Dernière chose à voir. Donc là, ce sont des exemples de ce que vous pouvez obtenir à la fin. La dernière chose à savoir, c'est que après tout cela, votre viewport, vous pouvez également appliquer des effets d'image, un petit peu comme avec Photoshop ou n'importe quel éditeur d'image. Lorsque vous faites un clic droit sur votre viewport, vous avez la possibilité de cliquer sur éditer les effets d'image. Par exemple, mon cube, je vais montrer directement dessus, créer un viewport. Mise à jour. Je fais un clic droit dessus et je peux éditer les effets d'image. Je peux également, via la palette info objet, dire que je veux appliquer des effets d'image à ce viewport. Excusez-moi. Oh là là. Et voilà, donc on voit tout ce qu'on a comme possibilité. Et on peut les appliquer. Je suis vraiment navrée. Donc voilà, j'ai un petit peu dépassé. Je pense qu'on a fait vraiment le tour par rapport à tout ce qui était possible de faire en présentation et en visualisation. J'imagine que vous avez beaucoup de questions, on a vu beaucoup de choses très rapidement. On va essayer de répondre à ces dernières.
Et n'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous intéresse, et bien qu'on fasse davantage de webinaires. Olivier, c'est à toi. Merci Anaïs. Euh, Donc, merci Anaïs pour ta présentation, même si ce n'était pas la grande forme aujourd'hui, comme quoi quand le soleil revient. Donc voilà, je voulais aussi vous faire part que donc, ce webinaire a été préparé par la société Design Express. Design Express est en fait le distributeur officiel du logiciel pour le Benelux, la France et la Pologne, pour ceux qui ne le savent pas. On comptabilise plus de 75 collaborateurs et bien entendu, on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Nous servons plus de 20 000 clients dans le domaine de l'architecture d'intérieur, paysagiste et le monde du spectacle. On propose aussi la localisation du logiciel en plusieurs langues, la commercialisation, la formation et support après-vente. Et nous espérons en fait que ce 4e webinaire vous a plu. Nous allons passer, comme disait Anaïs, à la question des questions-réponses qui sera animée par mon collègue Adam. Donc, je propose de passer la parole à mon collègue Adam. Adam, c'est à toi. Merci Olivier. Et ben du coup, on a pas mal de gens en fait qui sont très intéressés par les webinaires, beaucoup plus détaillés, notamment sur les lumières. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Hein, de toute façon, toute la partie présentation, du moins la partie RenderWorks réaliste, elle est fortement dépendante, on va dire, d'une bonne connaissance des sources de lumière en ce qui concerne les rendus. Alors, il y a déjà eu un webinaire de fait en fait sur les différents styles de rendu qui parle des lumières. On prend note en tout cas du fait que ça intéresse du monde et on essaiera de préparer quelque chose un peu plus spécifique, on va dire, à ce sujet. Alors, j'ai pas beaucoup de questions, bizarrement. Il y en a quand même quelques-unes en fait qui ont été posées concernant les détails des coupes. Alors, en ce qui concerne les coupes, souvent, en fonction de vos réglages par défaut, vous allez avoir, quand vous faites une coupe, vous allez avoir, on va dire, un remplissage défini par la ligne de coupe, en fait. En gros, la coupe va générer, en fait, une couleur. Alors, ça peut être le noir ou le rouge selon les versions de Vectorworks. Il me semble qu'à un moment, c'était le rouge et puis maintenant, c'est noir. Ça, c'est dû au fait que vous avez des options en fait, qui ne sont pas… On va dire que votre coupe, on va dire, est paramétrée par défaut comme ça. Et donc, pour afficher les détails de composants, par exemple, dans les coupes, il faut aller donc, dans les paramètres de votre viewport, dans les paramètres avancés, et vous allez avoir un onglet affichage dans ces paramètres qui va vous permettre en fait de sélectionner ou du moins de choisir comment vous voulez représenter en fait vos coupes. Donc je vous conseille fortement du coup d'aller jouer un peu avec ces paramètres et pouvoir on va dire, voir les résultats. Voilà, on a aussi fait un aspect, on va dire, qui n'a pas été abordé concernant les coupes, c'est la possibilité d'utiliser le clip cube. Alors c'est un mode, on va dire, qui ne s'apparente pas vraiment à une coupe, mais qui permet, on va dire, d'isoler, on va dire, d'isoler des éléments particuliers dans le dessin. On peut créer des viewports aujourd'hui, du coup, avec Vectorworks 2021. On peut créer des viewports avec ces clips cubes et du coup, on va pouvoir, on va dire, avoir des représentations un peu différentes qui ne sont pas forcément des coupes à proprement parler, mais plutôt des viewports de clips cubes en fait. Mais voilà, après, c'est en fonction de la sensibilité de chacun d'utiliser tel ou tel type d'affichage. Donc, pareil, hein, je vous propose éventuellement de regarder un peu plus en détail comment fonctionnent les clips cubes, c'est assez intéressant. Voilà.
d'autres questions, sinon... donc Philippe me dit qu'effectivement, ça s'appelle l'imitation du modèle aujourd'hui. Je ne sais pas si, si on va garder ce nom-là ou si on va revenir au Clip Cube. Moi, personnellement, je préférais le Clip Cube. Je trouvais ça plus parlant. Voilà. On verra ce que l'avenir nous dira par rapport à ça. Est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésitez pas, on est là à votre Le webinaire disposition. est le bienvenu, bien sûr. On est très conscient de ça et justement, en fait, en tout cas, on s'active à vous fournir plus de contenu. Voilà. J'espère qu'on s'améliore au fil du temps, en tout cas. Et donc, voilà. Si j'ai une personne qui parlait aussi de... Alors, donc, une personne qui utilise l'héliodon, il se duplique quelquefois en créant une surex. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous mettez 2 sources soleil. Alors, il faut savoir que l'héliodon, c'est, on va dire, la source soleil. L'héliodon est paramétré, on va dire, pour donner un maximum de lumière. Et notamment dans les rendus réalistes. Alors, malheureusement, OpenGL, on va dire, on verra pas vraiment la différence, sauf si on double la source. OpenGL, en fait, en règle générale, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une moyenne, en fait, entre la luminosité, l'éclairage, et le nombre de sources, du moins, et l'éclairage global. Et donc, vous n'avez qu'un paramètre de réglage dans OpenGL, c'est le curseur qui va vous, on va dire, permettre de régler la luminosité de 0 à 100% de la scène. Et en gros, comme vous avez, on va dire, une valeur moyenne, vous ne verrez pas trop la différence. C'est-à-dire, même si vous mettez 50 fois 50 sources, à un moment donné, on ne pourra plus aller, on va dire, afficher quelque chose de plus blanc que blanc, quoi. Par contre, en rendu réaliste, vous risquez d'avoir un éclairage complètement brûlé, cramé. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça. Alors, l'héliodon, c'est un objet qui contient en fait une source soleil. C'est un objet paramétrique qui contient une source soleil. Donc, effectivement, quand vous en mettez 2, vous mettez 2 sources. Voilà. L'intérêt de l'héliodon, en fait, c'est de pouvoir paramétrer en fait l'azimut très simplement, enfin l'azimut, l'heure de la journée, la période de l'année, sans avoir à vous soucier en fait de comment est réglée la source. En fait, c'est l'héliodon en fait qui va placer la source tout seul dans l'environnement 3D et qui va en fait régler l'azimut, etc. en fonction des données que vous lui avez données. C'est utilisé souvent, Adam, par exemple, par les paysagistes qui veulent expliquer à leurs clients où va aller l'ombrage par rapport à telle période de l'année, et ainsi de suite. Je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'héliodon, ça permet de faire un calcul d'exposition. En gros, ça permet de faire une petite simulation pour voir en fait bouger les ombres. Maintenant, si vous voulez faire la même chose avec une source soleil, par exemple, vous allez voir que c'est un peu plus pas compliqué, c'est pas plus compliqué, mais je dirais qu'il y aura plus d'intervention, on va dire, humaine à appliquer parce qu'il faudra régler l'azimut soi-même, il faudra régler la position de la source, éventuellement sa quantité de lumière, etc. Donc voilà, le gros intérêt de l'héliodon, c'est vous placez un objet en 2D, quoi, et ça vous affiche en fait une source soleil tout seul en fonction des paramètres. Voilà. Bon, pour la luminosité, c'est la grosse complexité en fait pour les rendus. De toute façon, vous allez voir que arriver à faire des beaux rendus, c'est principalement une notion, on va dire, de dosage en ce qui concerne la lumière, surtout. Et donc, n'hésitez pas, on va dire, à doser, enfin, dis-moi, à y aller gentiment avec la quantité de lumière que vous appliquez sur la scène, parce que vous allez vite arriver, on va dire, à avoir quelque chose
surexposer, quoi. Enfin, voilà, beaucoup de lumière. Et donc, très peu de détails dans les blancs, ce genre de choses. Mais ça, c'est aussi vrai dans la réalité, hein, dans la vie courante. On va dire d'expérience, je peux vous dire que en spectacle, entre guillemets, que ce soit en audiovisuel ou en événementiel, on a tendance, on va dire, à sous-estimer, je veux dire, la lumière qu'on met en fait sur un environnement, tout simplement parce que notre œil, il n'est pas aussi sensible qu'une caméra. Du moins, notre œil s'adapte. Enfin, il est très sensible, mais il s'adapte en fait à la lumière environnante, ce qui fait qu'en fait, on va pas voir on va moins percevoir les différences. Contrairement à une caméra, en fait, qui a une sensibilité qui est fixe et qui, en fait, va capter en fonction de la sensibilité du capteur, bien sûr, mais qui va capter le moindre changement de lumière, etc. Du coup, en fonction de la sensibilité, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de lumière en fait, dans une scène en fait, pour exciter le capteur de la caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui est reproduit en fait dans Underworks, en tout cas dans les rendus réalistes. Donc allez-y gentiment en fait avec la lumière. Vous allez voir qu'en dosant, en règle générale, moi personnellement, quand je fais des rendus, je commence par mettre tout à 50% pour pouvoir régler en plus ou en moins en fonction du résultat que j'obtiens, on va dire, dans mes tests de rendu. Et par ce biais, en fait, ça m'évite de rajouter des sources quand j'ai pas assez, on va dire, de lumière sur le rendu final. De ne pas rajouter inutilement des sources qui vont me compliquer le calcul, qui vont augmenter le temps de calcul en tout cas, et qui vont complexifier, on va dire, mon réglage. Voilà. Donc je pars d'une base simple, c'est-à-dire que moins j'ai de sources, en fait, plus c'est facile à régler. Donc voilà, pour ce qui est des petits conseils, on va dire, pour les rendus. Est-ce que j'ai d'autres questions? Pourrait-il y avoir une séance sur ce thème? Volontiers, on va s'y intéresser en tout cas. Effectivement, plus vous nous donnez aussi votre feedback, votre retour, plus on va pouvoir adapter aussi les séminaires pour la prochaine fois, pour essayer de coller encore mieux à votre demande. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande on va dire un contenu spécifique en fait pour la rénovation. Soit. Alors là, on parlera peut-être plus de flux de travail, mais c'est effectivement assez intéressant, on va dire, enfin, je dirais, une fois qu'on aura éludé, on va dire, toute la partie technique, de pouvoir effectivement s'intéresser au flux de travail dans les différents domaines. Et c'est quelque chose auquel on pense. Donc, alors là, je ne peux pas vous donner de délai, hein, mais bon, j'espère prochainement, en tout cas, pouvoir vous proposer des contenus de ce type. Eh bien voilà. Écoutez, merci au public très assidu. Je vais en fait passer la parole à Olivier, donc qui va conclure. En tout cas, j'étais ravi en tout cas de partager ce moment avec vous. Et donc pour ma part, je vous dis donc à la prochaine fois et en vous souhaitant une agréable fin de journée. Donc je te passe Gentil. la parole, Olivier. Merci. Juste, j'essaye de partager mon écran. Je ne sais pas qui a le partage pour l'instant. Oui, mais je crois que c'est pas possible. Il y a eu un petit problème technique. On va faire ok, la fin. pas de On souci. va faire la fin telle quelle. Oui, voilà, pas de souci. En tout cas, voilà, sont aussi parmi vous, il y a 2-3 personnes qui aimeraient bien tester la version architecture et intérieur ou Vectorworks en tout cas, qui n'hésitent pas à nous envoyer un mail. Vous avez les adresses mail serviceclient@designexpress.eu ou sales.be@designexpress.eu avec comme sujet démo 2021 et on se fera un plaisir de vous envoyer un code d'évaluation pour que vous puissiez tester et vous entraîner avec cette version là pendant 30 jours.
En tout cas, je voulais vous remercier à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux parce que ça nous fait plaisir. Donc, on est motivés pour les prochains séminaires. Anaïs, ben, j'espère que la semaine prochaine, tu seras en pleine forme. D'ici là, tu auras le temps de récupérer. Philippe, en tout cas, un grand merci aussi pour ta présence dans le chat. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de réponses. Adam, ben, comme à chaque fois, c'était parfait. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. J'espère qu'on aura donc le plaisir de vous revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, Anaïs, le thème sera? Alors, la semaine prochaine, cela concernera comment utiliser au mieux le gestionnaire de ressources et les symboles en général. Donc, on va voir tout ce qui concerne les symboles, un outil qui est très spécifique à Vectorworks et très utile. Et écoutez, je vous remercie aussi beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui. Et puis, je m'excuse de ne pas être au meilleur de ma forme. Et puis, la semaine prochaine, ça ira mieux. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.